Eugénie Bastier, puisque la France a démenti mettre son siège de l'ONU à la disposition de l'Union européenne pour soutenir l'armée européenne. On aimerait un peu comprendre ce qui se passe. On ne comprend pas très bien. La France, elle est tentée par l'idée de céder son siège à l'ONU, un siège si précieux. Seuls 5 pays ont ce siège. L'Élysée a démenti, c'est-à-dire les pouvoirs publics ont démenti, ça vient de la presse britannique. On dit que justement pour créer une armée européenne, la France serait prête finalement à céder son siège pour finalement la puissance Europe. C'est démenti, très bien. Mais il a fallu démentir aussi en 2019, dans un autre contexte. Donc, c'est une idée qui revient en boucle. Je ne dis pas qu'elle est vraie cette fois, je dis que c'est une idée qui circule dans les milieux européistes, qui consiste à dire que parmi les grandes puissances qui sont au Conseil de sécurité de l'ONU, finalement, est-ce que le siège de la France n'est pas illégitime? Est-ce qu'il n'appartient pas au monde d'hier, au monde d'avant? Est-ce que ce n'est pas la trace d'un monde européocentré? Et est-ce qu'aujourd'hui, la France, pour véritablement être légitime, ne devrait pas offrir son siège? Alors, on sait, au Conseil de sécurité, il y a les Américains, les Russes, les Chinois, les Britanniques, les Français. Et d'une certaine manière, une partie des élites françaises qui sont convaincus du caractère désuet de l'État-nation, qui sont convaincus du caractère résiduel de la nation à l'échelle de l'histoire et qui s'imaginent qu'il n'y a de légitimité pour la France qu'à travers le projet européen, se disent « nous serons d'une certaine manière dans l'immolation symbolique. Nous allons sacrifier cette souveraineté pour une souveraineté plus grande. Nous allons faire de l'Europe le lieu d'un prolongement de la France et pour cela, nous devons sacrifier notre intérêt national qui ne serait qu'un intérêt provincial à l'échelle de l'histoire. » Ça nous en dit beaucoup, je crois, sur le rapport trouble à la nation dans une partie des élites françaises qui sont convaincus en quelque sorte que l'État-nation doit être congédié et que l'Europe est le seul avenir des patries. C'est un discours qui est récurrent depuis, certains diraient, une trentaine d'années. En fait, soit dit en passant, dès l'après-guerre, la question d'une armée européenne se pose déjà. Et une figure aussi lucide que Raymond Aron va nous dire, un instant, les intérêts nationaux existent encore. Et entre l'intérêt national français, l'intérêt national allemand, l'intérêt national britannique et l'intérêt national italien, il peut y avoir des points de concorde, mais il n'y a pas de fusion. Donc, cette espèce de vieille obsession d'une armée européenne, ça revient dans le débat. Certains se disent finalement qu'il n'y a d'avenir pour les patries d'Europe qu'à travers le grand empire européen. Il n'est pas certain que ce soit la meilleure manière d'assurer la survie des nations européennes. Justement, est-ce que la France n'a pas en effet un destin européen? Alors, une partie des élites françaises est convaincue, effectivement, que l'Europe serait finalement le joujou français. Il y a cette idée que nous mettrons en place l'Europe qui sera un prolongement de la France. C'est un discours très 1998, très 2002. Bon. Le problème, c'est que c'est faux. C'est un détail, mais c'est faux. Ensuite, il y a la question de la définition de l'Europe qui me semble la question la plus fondamentale à travers cela. L'Europe telle que la définissent certains, c'est finalement le grand État de droit continental. On en parlera en plus tout à l'heure avec Charles. La question, c'est qui appartient à l'Europe? Jusqu'où s'étend l'Europe? Est-ce que l'Europe, ça intègre par exemple la Turquie, comme certains le voulaient pendant longtemps? Il semble qu'aujourd'hui, on ait quelques réserves à l'idée d'intégrer la Turquie de M. Erdogan en Europe. Bon, apparemment, les certitudes d'hier se sont effondrées. Mais certains nous disaient, il faut voir, dans les années 2000, on disait... Il faut abolir la dimension géographique de l'idée européenne. L'Europe, en fait, c'est l'état de droit, la démocratie, la justice sociale. C'est une certaine idée de l'humanité. À ce compte-là, le Brésil, et puis la Nouvelle-Zélande, puis le Japon ont une vocation européenne. L'Australie aussi. Un peu moins ces jours-ci. On a désincarné, en quelque sorte, l'idée européenne. Et aujourd'hui, quand on sermonne, par exemple, des nations comme la Pologne, ou la Hongrie, ou la Russie, au nom de l'idée d'Europe, en leur disant « vous n'êtes pas véritablement européens », quelle est l'idée de l'Europe qui permet de dire vous êtes européen ou non? Et inversement, quand les petites nations d'Europe de l'Est, comme les Hongrois, les Polonais, disent l'Europe occidentale se déseuropéanise, elle rompt son lien avec la tradition européenne parce que devant l'immigration massive, elle devient autre chose qu'elle-même, eh bien, où siège l'Europe aujourd'hui? Et je pense, et c'est le drame, que la construction européenne, comme projet politique depuis la guerre, la construction européenne s'est construite en rupture avec la civilisation européenne. Donc, que la civilisation européenne, entendue à la manière de cette espèce de civilisation qui traverse l'histoire, doive se constituer politiquement d'une manière ou de l'autre,
C'est possible. On pourrait croire aussi que l'État-nation est la forme politique propre à l'Europe. Mais ce qui est embêtant à travers tout cela, c'est que plus on parle d'Europe, plus l'Europe se désincarne. Plus on nous chante l'Europe, moins on semble reconnaître ce qui a fait historiquement le propre de l'Europe, c'est-à-dire la diversité des patries qui la constituent. Et de ce point de vue, quand on dit que l'Europe est le destin des nations, le destin de la France, le grand point d'interrogation s'impose, mais quelle est cette Europe que vous cherchez à nous vendre? À quoi sert ou devrait servir l'ONU dans tout ça? Oui, mais là on arrive à la question centrale, hein. C'est-à-dire un siège à l'ONU pour l'Europe, d'accord, mais finalement, quelle est la fonction de l'ONU? Si on veut retrouver cette idée qu'il faut un forum des nations, un forum des États pour assurer la possibilité d'un dialogue mondial, d'une concorde entre les États pour éviter des situations qui pousseraient à la guerre, c'est la fameuse scène de la crise des missiles en 62, si je ne me trompe pas, où finalement les grands États décident de se parler plutôt que de se faire la guerre. Évidemment que c'est un véritable progrès diplomatique. Mais quand on regarde ce qu'est l'ONU véritablement, c'est ce que le général de Gaulle appelait le machin. Et il y avait tout à fait raison, bien sûr. C'est le machin. Alors, moi qu'il y ait, comme je dis, un forum mondial où les grandes nations, les grands États, en fait, tous les États se parlent d'égal à égal, pourquoi pas? En fait, c'est même très bien. Mais la bureaucratie onusienne est une bureaucratie militante, à prétention vertueuse. C'est une forme d'empire humanitaire universel qui prétend surplomber les nations en imposant chaque fois un cadre normatif, juridique, souvent au nom de leur conception des droits de l'homme, une conception très étendue des droits de l'homme qui sermonne chaque pays. C'est assez amusant quand même. On va dire à la France, en début des années 2012, je crois, « Ah, vous êtes discriminatoire dans la gestion des Roms. » Ensuite, on va voir au Canada, vous êtes discriminatoire dans la question de la laïcité. Et là, on se retrouve avec une espèce de bureaucratie militante qui prétend se substituer aux souverainetés nationales parce qu'elle-même, encore une fois, serait désuète et appartiendrait au monde d'hier. Qu'il y ait un espace où les nations se parlent entre elles très bien, mais cette espèce de bureaucratie militante, lourde, sermonneuse, qui multiplie les conventions sur ci et les conventions sur ça, et qui explique finalement que les nations doivent se soumettre aux bureaucrates sermonneurs, aux prêtres onusiens, franchement, ce n'est pas l'idée de l'ONU à laquelle on arrivait après la guerre.